Bienvenue sur Work Explorations. Moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun d'entre nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Ce podcast est un média libre, ça veut dire que je ne touche pas un copec dessus, c'est mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le faire. En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. On sait qu'il existe au moins 10 formes d'intelligence, pourtant on s'obstine à n'en valoriser que 2 dans la société, à l'école, dans le monde du travail. On parle des intelligences logico-mathématiques et verbo-linguistiques, pour reprendre les termes de la théorie des intelligences multiples du docteur Howard Gardner. Et d'ailleurs, le test du QI ne mesure que ces 2 formes d'intelligence. Ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est précisément sur ces 2 formes d'intelligence que l'intelligence artificielle est plus forte que nous. J'accueille pour cet épisode Nathalie Gita Babourage, alias Doc La Luna, qui est docteur en médecine, qui a fondé l'Institut de santé intégrative et qui se définit aujourd'hui comme une showgirl militante. Sa mission, c'est de nous rebrancher à l'intelligence du vivant. Elle a accepté de revenir avec nous sur nos 8 intelligences naturelles que l'intelligence artificielle n'a pas. Parce que les connaître et s'y reconnecter constitue un enjeu de santé, de bien-être et de performance. Bonjour Nathalie, bienvenue. Bonjour Mathieu. Merci de nous rejoindre sur Work Explorations. Avant de commencer, je vous partage que je voulais partager que je me sens ému parce que c'est le 42e épisode que j'enregistre et ce sera le dernier en fait de ce podcast tel qu'il existe aujourd'hui, dans le sens où l'aventure podcast n'est pas terminée pour moi, loin de là. Mais ce podcast va évoluer, il va changer de nom, il va aborder une thématique plus spécifique avec toujours l'angle du futur du travail. Mais en tout cas, la ligne éditoriale de ce podcast, son nom, le podcast tel qu'il existe aujourd'hui, va s'arrêter. Et donc, je voulais dire que je suis ravi de boucler ce cycle avec vous sur un sujet passionnant, les intelligences multiples. Et voilà, et je voulais partager aussi que la préparation de cet épisode m'a fait replonger dans une lecture d'il y a 5 ans qui m'avait marqué au point d'élaborer, comme je le fais souvent, une idée business. Je vais vous épargner l'idée business, mais cette lecture, c'était sur la théorie des intelligences multiples d'Howard Gardner, qui soutient que nous n'avons pas qu'une forme d'intelligence, mais plutôt 8. Et pourtant, notre société, l'école, l'entreprise ne valorisent pas du tout ces 8 intelligences. Elles en valorisent 1, voire 2, alors que les autres sont essentielles au développement de chacun. Et on pourra revenir sur les 2 qu'elles valorisent et les 8 au total, mais je pense que vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, après 12 ans dans le monde de l'entreprise, je peux que témoigner dans ce sens. Le monde sensible, le monde invisible des sentiments, des émotions, en fait, pour moi, il est totalement, de ce que j'ai vu, il est totalement absent des codes de l'entreprise. Et je crois profondément que ça peut être un vrai problème. On est à l'heure de la grande démission. Alors, le nombre de burn-out explose. Je crois que c'était plus de 2,5 millions de personnes touchées en 2022. Je n'ai pas les chiffres 2023. Moi, je pense qu'il y a un enjeu de santé, de bien-être, mais aussi de performance, du coup, pour l'entreprise. Et ce que j'aimerais bien comprendre avec vous au fil de cet épisode, c'est comment on peut stimuler, faire appel, mobiliser nos différentes formes d'intelligence au niveau individuel et collectif pour répondre à cet enjeu de bien-être, de performance, de santé aussi dans le perso et dans le pro. Voilà, c'était une longue intro, mais je vais vous laisser vous présenter, Nathalie. Merci encore Mathieu pour l'invitation. Donc, c'est toujours compliqué pour moi de me présenter parce que j'ai l'impression de ne pas rentrer dans les cases, d'avoir plusieurs casquettes, mais pour faire simple, en 3 secondes, j'étais médecin militaire. J'ai quitté la blouse blanche et l'uniforme il y a 10 ans et je suis devenue entrepreneur parce que je trouvais que c'était le métier entre guillemets qui me permettait justement de nourrir cette passion pour le vivant, de comprendre comment fonctionne le corps humain, mais aussi les humains ensemble, en groupe, en collectif, et comment est-ce on est relié à la planète, à la nature. Et aujourd'hui, j'aime bien dire que je suis showgirl militante parce que ces 20 ans d'exploration sur l'intelligence du vivant, ça m'a amené à finalement proposer une expérience immersive sur 2 heures pour vivre ensemble justement ces fameuses intelligences dont on parle de plus en plus, le vivant,
L'économie régénérative, c'est des mots qu'on entend de plus en plus aujourd'hui dans notre société et merci de poser les chiffres qui peuvent faire peur dans le milieu de l'entreprise, mais en même temps, c'est en partant de là que j'ai la conviction qu'on va pouvoir transformer et en fait, on n'a pas le choix. Donc, on va essayer de trouver des solutions qui vont nous permettre de mieux vivre ensemble. Et ça, j'y crois vraiment. Voilà pour résumer rapidement qui je suis aujourd'hui. Ouais, merci, merci. Toujours enfin, jamais facile de se présenter, mais quand même, du coup, moi, j'aimerais bien y passer peut-être un peu plus de 30 secondes parce que ça m'intéresse. Je sais, j'ai regardé du coup que vous avez du coup été médecin, vous venez de Pondichéry, je crois, que Oui, vous êtes c'est vrai. ancien médecin militaire, et je voulais savoir ce qui vous avait amené à changer, enfin, à changer de voie ou Le, à faire évoluer. Quand j'étais à Pondichéry, je rêvais de voyager et j'étais déjà passionnée par la biologie et les rencontres entre les cultures, entre les peuples. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais faire médecine humanitaire. Et donc, après mon bac, j'arrive en France, je m'inscris en fac de médecine à Montpellier et au bout de quelques années, je me suis rendu compte déjà que j'étais assez frustrée parce que moi qui étais passionnée par ce qui fonctionne bien, la biologie, comment faire pour rester en santé, en médecine occidentale, on devient sur-spécialiste dans la maladie. Je dis pas que Hmm. c'est pas bien, mais je dis que c'est dommage qu'il n'y a pas toute la partie résilience, homéostasie. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à finalement comment faisaient mes ancêtres en Inde avant qu'il y ait la médecine occidentale et que j'ai découvert des approches comme l'Ayurveda, la méditation, le yoga, et que c'était vraiment des sciences pointues. Et c'est là où j'ai commencé à creuser. J'avais déjà commencé à travailler donc comme médecin de prévention chez les pompiers de Paris. Mhm. Donc on va dire un médecin généraliste et médecin du travail. Et, et en me formant à des approches comme l'Ayurveda, je me suis rendu compte qu'il y avait des clés pour créer nos rituels de santé, de bien-être, et pour du coup être dans une forme de créativité où on voit plus les signes de fatigue ou de stress comme des obstacles, mais plutôt comme des signaux qui vont nous permettre de mieux apprendre à nous connaître et de voir comment faire pour adapter notre milieu, notre environnement, notre physiologie. Et voilà un peu comment, bah, au bout de 5 ans chez les pompiers, j'ai décidé de quitter la blouse blanche parce que je me retrouvais plus dans le système militaire. Et surtout, j'avais besoin de liberté. Et à l'époque où j'étais pompier, j'avais participé à un groupe de recherche international à l'OTAN sur la santé du futur. Bah ouais, à l'OTAN, on s'intéresse aussi à ces sujets-là. Et ça m'avait permis de rencontrer des spécialistes, des experts mondiaux en santé intégrative. Mhm. Et finalement, en découvrant ce terme et tout ce que ça cachait derrière, je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais depuis plusieurs années sans savoir que ça s'appelait comme ça. Et la définition simple, c'est comment est-ce que tu peux associer le meilleur des progrès technologiques de la médecine moderne avec le meilleur des sagesses ancestrales. Comment tu peux créer des ponts. Au lieu d'opposer, parce que Mhm. on parle souvent de médecine parallèle ou de médecine alternative et complémentaire. Ouais. Et il y a vraiment un pont à faire où il y a de la place pour toutes ces approches au service de la personne, au service d'un collectif, au service euh, d'une entreprise, parce que j'aime beaucoup parler de la santé de l'entreprise, qui est pour moi vraiment en lien avec la santé de chaque individu qui constitue une Ouais. entreprise. Oui, et d'ailleurs, même à l'intérieur de l'entreprise, on dit souvent que la santé d'une entreprise reflète celle de son dirigeant ou de sa dirigeante. Tout à fait. Vaste sujet, vaste sujet. Ouais, merci pour les. Enfin, c'est super intéressant. La santé intégrative, du coup, moi, je découvre avec vous. Hein. Effectivement, j'avais ces notions de. Bah, en fait, il y a le monde très cartésien dans lequel moi, homme occidental, je vis. Et puis, en fait, bah, je vois bien, par expérience, en me documentant que non, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses et que c'est super intéressant d'explorer d'autres voies pour mieux se comprendre, pour mieux se soigner. Et cette idée de réconcilier, en fait, de créer un pont entre deux mondes, entre des sagesses anciennes et le savoir actuel, euh, bah, je trouve ça très intéressant et c'est une mission qui est difficile en fait. C'est pas facile. Euh, Et en même temps, je suis de nature optimiste. Et ce qui m'a aidé finalement dans comment nourrir encore plus cette conviction, c'est de sortir du milieu médical pour, à l'époque où donc je suis devenue entrepreneur, je me suis beaucoup intéressée à la prospective. Et c'est là aussi, du coup, la thématique de ouais, votre podcast, le futur du travail, ça me parle beaucoup. Parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes de tous les domaines, de plusieurs entreprises, de collectivités. Parce que j'ai vécu l'expérience avec l'Institut des futurs souhaitables à Paris. oui, je suis allé une fois, ouais, pour voir une conférence.
Génial. Et du coup, ça m'a permis de comprendre que finalement, moi, ce que j'explorais dans le milieu médical de cette notion d'intégratif, sortir des Ouais. silos, tout ce qu'on coupe en fait dans les organes, dans le corps humain, finalement, dans notre société moderne, dans les entreprises, il y a aussi un système qui fait qu'on sépare, on scinde, en pensant que pour mieux connaître, pour mieux expertiser, il faut vraiment séparer les différentes tâches, alors qu'en fait, il y a besoin de réunir les différents pôles. Pour moi, une entreprise, c'est un organisme et on a besoin de rassembler tout ça. Mhm. Là où j'ai commencé à me dire, mais finalement, au-delà de la médecine intégrative, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, à l'ère où on traverse des crises qui ne font que s'enchaîner dans tous les domaines, comment est-ce qu'on va pouvoir développer ensemble une vision intégrative au lieu de vouloir euh, se mettre au-dessus des autres et dire moi j'ai la vérité, comment est-ce qu'on pourra faire de l'intelligence collective en fait. Et cette vision Mhm. intégrative que j'avais commencé à développer en médecine, je me suis rendu compte qu'elle est indispensable aujourd'hui partout, que ce soit dans Mhm. l'éducation nationale, que ce soit dans les entreprises, dans les collectivités. Mais c'est pas ça. J'imagine. Ouais, c'était pas simple. Enfin, je disais ça parce que j'imagine que comme dans l'éducation, comme dans l'entreprise, vous avez forcément dû rencontrer des murs, quoi. Mm. Faire face à. Il y a toujours il y a toujours la norme qui se défend. Enfin, ou comment dire, c'est presque le système immunitaire Ah, enfin, quand quelqu'un propose quelque chose de différent, bah, le système immunitaire de la croyance dominante actuelle essaie de le supprimer, quoi, essaie de le tuer. Et là, quand même, ce que vous faites, c'est que vous attaquez certaines croyances et certains carcans de la médecine traditionnelle, mais je vois tout à fait, puisque j'ai bossé aussi dans le monde de l'éducation, etc., que c'est pareil dans le monde de l'éducation, dans le monde de l'entreprise, quand on essaie de proposer quelque chose d'intégratif qui va à l'encontre de la certitude du savoir qu'on a actuellement, quand ça rentre ça, à l'intérieur, ça dérange. ça dérange, ça dérange. Et c'est là où Mais je pense que c'est toute une posture à avoir, déjà d'humilité en se disant on ne sait pas plus que toi. C'est pas le problème, c'est pas de se dire qui a raison ou pas. Je suis pas là pour te convertir. Par contre, on repart des chiffres. Rappelle-toi, le taux de burn-out, l'éco-anxiété qui augmente, les dépressions, les suicides. Enfin, il y a un vrai mal-être. Tu peux pas dire qu'il y en a pas. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce hmm, qu'on continue à reproduire les mêmes schémas et on sait d'emblée que ça va pas s'améliorer? Ou alors est-ce qu'on se dit tiens, on va innover. En fait, c'est hmm, aussi le wording que tu vas utiliser, je pense, qui va vraiment nous mettre dans une posture. J'aime beaucoup ce mot, alors c'est en anglais. En français, ça me parle moins la traduction, c'est l'empowerment. ouais, C'est qu'est-ce qui va faire qu'avec le constat actuel que c'est difficile partout, que ce soit dans le monde du travail ou dans nos vies personnelles, comment est-ce qu'on va faire de ces crises des opportunités hmm, pour créer un nouveau modèle ouais. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot crise j'avais chinois? fait un épisode alors il y a en chinois, c'est le weiji, c'est à la fois la crise et l'ouverture, et même je crois qu'en grec, c'est kairos qui veut dire ouverture. Mm. En fait, c'est très occidental de voir la crise que comme un truc négatif. Euh, En mais Inde, bon, par exemple, je parle souvent de la médecine de Ganesh, beaucoup de personnes aujourd'hui sont familières avec ce dieu à tête d'éléphant en Inde qu'on prie. La médecine de Ganesh, c'est justement quand tu te connectes à Ganesh, c'est qu'il est là pour t'aider à transformer les obstacles en opportunités. eh ben, on va essayer de le faire. Alors, on revient. Donc, j'essaie de revenir sur l'angle de l'épisode où on parle des intelligences pour essayer de lier tout ce qu'on dit avec le sujet du jour. En fait, quelles sont les intelligences que la société nous pousse à développer à fond et pourquoi? Ah, vous Euh, avez vu mon TEDx. ouais, j'ai vu votre TEDx et j'ai envie d'aller un peu plus loin si c'est possible parce que c'était que 12 minutes le TEDx, c'est frustrant. En fait, mon constat, vu que je me suis intéressée, donc ça fait 20 ans que je m'intéresse justement à ces fameuses médecines complémentaires qui permettent d'aller vers une médecine intégrative, c'est que je me suis rendu compte que dans toutes ces approches, qu'elles soient ancestrales ou même plus modernes ou plus récentes en fait, comme l'ostéopathie, c'est pas une médecine ancestrale, mais elle existe. Et les points communs en fait, c'est qu'on revient dans le corps. On revient dans des données physiologiques comme la respiration. Et
Bah, finalement, j'ai constaté que dans notre société et dès le plus jeune âge, on valorise seulement une forme d'intelligence, vous en avez parlé, c'est l'intelligence analytique des informations et notre capacité à imaginer, à projeter, à vraiment être dans l'analyse. Et on valorise aussi le système nerveux moteur. On est beaucoup dans l'action. Et c'est bizarre parce que pendant la révolution industrielle et même après, on nous a vendu le progrès en nous disant qu'on allait avoir plus de temps pour nous, qu'on allait... il y avait un peu cette promesse de se, se détendre, de pouvoir avoir le temps pour prendre soin de sa famille. Et finalement, c'est l'effet inverse que je vois, moi, autour de moi et dans notre société. C'est qu'au contraire, on est de plus en plus pressé, on a de plus en plus de choses à faire et du coup, ça nous déconnecte de toute notre partie du système nerveux qu'on appelle sensitif et sensoriel. C'est-à-dire toutes ces informations qu'on peut recevoir de notre environnement, mais aussi de notre milieu intérieur. Et ce qui est très intéressant, c'est que en physiologie, on sait que on a un état qui s'appelle l'homéostasie, qui est une notion d'équilibre. Ça ne veut pas dire que c'est figé dans le temps, ça veut dire que c'est normal d'avoir des stimulations extérieures, des agressions extérieures, et notre corps est câblé pour pouvoir rebondir. Il est vraiment résilient, pas que psychologiquement, mais aussi biologiquement. Et cette résilience, elle est possible quand on active toutes les parts de notre système nerveux. Or, comme déjà dès tout petit, on nous a survalorisé qu'une partie de notre système nerveux, du coup, on s'est un peu coupé de cette dimension sensorielle et sensitive, voire même c'est tabou en fait. On nous apprend pas à ressentir et puis être vulnérable en entreprise, c'est très mal vu. Donc en fait, on se crée des murs, on se barricade pour justement pas être dans cette dimension-là, dans nos émotions en fait. Et pour moi, c'est là que le déséquilibre commence à s'installer. C'est là qu'on rentre dans une forme de système de stress qui peut s'adapter, hein, mais de s'adapter en permanence pendant des années, au bout d'un moment, ça crée vraiment ce déséquilibre qui va s'installer. Et pour moi, c'est le terreau pour une maladie. Hmm. Ça veut dire, ce que vous dites, c'est que si on se suradapte en permanence pendant des années à un environnement du coup qui valorise que le système nerveux analytique, donc l'intelligence Mm. logico-mathématique ou l'intelligence, je sais pas, verbo-linguistique, et le fait d'être en action, si on suradapte à ça sans se connecter au reste, on n'est plus en homéostasie, c'est ça? On peut plus être en homéostasie. Donc ça veut dire qu'on est en stress chronique ou il y a d'autres états quand on n'est pas en homéostasie? Bah, ça crée en fait une fragilité du système qui fait qu'on va moins bien se défendre par rapport aux agressions extérieures, qu'on va sursolliciter notre système nerveux, du coup notre digestion va en pâtir. Donc en fait tous Mhm, les symptômes qu'on appelle psychosomatiques, les ballonnements, les troubles digestifs, mais toutes les fonctions en fait vont être altérées. mhm. Et chacun avec sa sensibilité, avec son terrain, à faire que pour une personne, ça va se manifester peut-être par des céphalées, pour une autre par des insomnies, pour une autre par des problèmes de peau, pour une autre personne, c'est peut-être des problèmes plus psychologiques. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout est lié et on peut pas, justement, c'était une des limites pour moi de la médecine occidentale, c'est qu'on peut pas séparer la néphrologie qui s'intéresse aux reins du système neurologique, le cerveau, la moelle épinière et en fait tout Mhm. est lié. Ouais, ouais, ouais. Et c'est intéressant. En tout cas, moi, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue. Il y a 5 ans, j'ai eu la chance de passer une semaine dans un château, attention, en Belgique, avec Thomas Dansbourg, qui est l'auteur du livre Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je connais, ouais. Et ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été sélectionné. Enfin, je savais même pas qu'il y avait beaucoup de monde qui postulait, mais j'ai pu faire une semaine d'apprentissage de la communication non violente. Et j'ai vécu une expérience qui m'a, dans cet apprentissage avec lui, qui m'a fait prendre conscience à quel point j'étais un bon petit agent économique qui mettait fièrement son intelligence au service d'un système humain qui n'est pas la vie, en fait. Et depuis enfant, en fait, je me suis rendu compte que j'écoutais trop rarement mon bide, quoi, mon ventre, que j'étais. Et si je me souviens quand j'étais enfant, bah moi j'aimais juste me connecter aux gens, partager des moments en extérieur. Et en fait, je me retrouve à bosser 10 heures par jour seul devant un écran. Et je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là. Mhm. Et j'ai l'impression, du coup, je me suis dit à ce moment-là que la méconnaissance, enfin, des autres formes d'intelligence, en tout cas du monde sensible, le fait de ne pas s'y connecter,
non seulement ça crée, je crois, de la mauvaise santé, parce que je me sentais super bien pendant ce stage, et en plus, ça nous pousse à poursuivre les mauvaises quêtes, en fait. Statut, argent, pouvoir, et je fais carrément partie du truc, hein, avoir des bonnes notes à l'école, avoir un bon job, et en fait, c'est des mauvaises quêtes qui créent aussi, je crois, en fait, après, c'est le cycle, c'est ce qu'on appelle la rat race parfois, mais c'est le cercle infernal de la mauvaise santé. Donc, ok, je crois que l'enjeu, c'est vraiment de se reconnecter à notre nature profonde aussi, C'est ça. Et pour élever. connecter aussi à Pardon. notre forme de créativité et d'innovation, parce qu'on a parlé de symptômes physiques, mais pour moi, le fait d'être dans cette fameuse rat race, c'est un peu un tunnel du stress qui fait que en stress, notre créativité, elle est coupée. On est dans une forme d'urgence en permanence à refaire les mêmes actions parce on a très peu d'énergie à mobiliser, donc on est en mode bas régime. Donc tout ce qui est créativité, innovation, on n'y a plus accès. Et puis, ouais, déjà, et puis au service de quoi? Enfin, en Mm, plus, la remise en cause de au service de quoi je mets mon intelligence, c'est ça. j'ai l'impression que ça, c'est complètement coupé, quoi. Enfin, Mm, moi, j'ai eu besoin de prendre du recul et de faire un stage, une expérience hors du commun, enfin, qui sort de l'ordinaire pour m'en rendre compte, et je me vois moi-même revenir dans le tunnel, hein, régulièrement. Enfin, c'est très, très dur d'en sortir. Et du coup, bah, j'ai vu que votre mission, c'était de nous rebrancher à l'intelligence du vivant, et c'est de ça que vous parlez, réconcilier les mondes cartésiens et spirituels. En tout cas, ça passe par ça. mm. Mais comment on explique, selon vous, qu'on est déconnecté du monde vivant? Qu'est-ce qui fait qu'on est déconnecté, en fait? Moi, je pense que historiquement, il s'est passé beaucoup de choses. J'en parle dans mon dernier livre, Devenir sa propre médecine. Et on pourrait situer, il y a pas mal d'auteurs et de chercheurs qui se rejoignent sur ça. Je pense notamment à Frédéric Lenoir qui dit que au moment de la révolution industrielle, on s'est vraiment coupé de la nature. C'est là où l'humain s'est déconnecté de la nature et s'est mis au-dessus d'elle pour la maîtriser, la dominer, pour la rentabiliser, pour l'exploiter. Et parallèlement, pour moi, c'est de la même manière qu'on s'est déconnecté de la nature, on s'est aussi déconnecté des femmes. Et pour moi, on traite les femmes, en tout cas historiquement, on les a traitées de la même manière que la nature, c'est-à-dire pour les dominer. Euh, Petite parenthèse, parce que je prône les valeurs écoféministes. Mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, c'est là où, avec le siècle des Lumières, on s'est déconnecté de cette nature. Et du coup, on s'est dit, bah, on n'est pas la nature, et on est rentré dans un process où il fallait être dans la rentabilité, la performance. Mhm. Et c'est vrai que le système nerveux, du coup, analytique et moteur permet ça. Donc finalement, tout notre modèle de société s'est construit après, que ce soit l'école, que ce soit après les études supérieures. Le fonctionnement de notre société est basé sur cette réalité de performance. Et ça explique après la déclinaison que depuis, on va dire, 300-400 ans, on est dans cette réalité-là, dans ce paradigme. Mais est-ce que c'est même pas plus ancien? Est-ce que ça vient pas du moment où on a commencé à devenir sédentaire? Enfin, est-ce que ça vient pas de la révolution de l'agriculture dans ce cas? Parce que Clairement, même là, avant, c'est sûr, mais c'était pour moi plus progressif. Il y a vraiment eu, ouais, au moment de la oui, révolution industrielle, un claque. Et après, il y a eu accélération. une deuxième accélération. Pour moi, il y a aussi ces 50 dernières années, avec la technologie qui s'est mise au service justement cette logique de rentabilité. Donc, Ouais, on a des exponentielles. Révolution industrielle, c'est quand même un marquant oui. assez fort. Mm. Ok, et ouais, et merci j'avais jamais vu le parallèle avec la place des femmes et le rapport masculin-féminin. Euh, et bref, et ça me pose plein de questions parce que ça me rappelle, j'avais lu un livre qui s'appelle, enfin que beaucoup de monde a lu, qui s'appelle Sapiens, où à l'intérieur, l'auteur essayait d'expliquer pourquoi dans beaucoup de sociétés humaines, bah, il y a un rapport de domination homme-femme, Mm. et pourquoi il est souvent et historiquement en faveur des hommes, et il essayait d'expliquer par plusieurs théories, mais c'est quelque chose qui reste quand même assez mystérieux. Et bon, lui, il va assez loin dans toutes les théories, mais du coup, enfin voilà, ça me fait penser à ça, et c'est super intéressant, et je pense qu'en fait, les causes sont super profondes, quoi, du coup. Ah oui, c'est sûr. Euh, qu'on pourra peut-être pas tout expliquer. Mais de toute manière, en voulant tout savoir et tout expliquer et tout quantifier, on passe à côté de la Exact. complexité du monde. Donc, Moi, je pense qu'il faut l'expérimenter, le monde, d'abord. ouais. Mais justement, ce monde, ben, vous en parlez dans votre conférence TEDx, que j'invite tous les auditrices, auditeurs à regarder. Euh,
vous y évoquez un monde qui est VUCA, donc Ouais. volatile, incertain, complexe, ambigu, qui est en opposition, qui est un peu en opposition, en tout cas pour moi dans ma tête, avec le monde cartésien où tout est en ordre, chacun est à sa place, on peut l'expliquer, le maîtriser. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est pour vous que le monde VUCA? Oui, alors juste avant, j'aimerais bien vous partager une expérience que j'ai eue où j'utilise beaucoup le mot cartésien aussi. Et donc à l'époque où j'ai quitté les pompiers, je suis allée aux États-Unis interviewer des pionniers en santé intégrative. Et à chaque fois que je leur disais, donc je traduisais en anglais, comment est-ce que vous pensez qu'en France on va pouvoir créer des centres de médecine intégrative, comment est-ce qu'on peut convaincre les cartésiens? Et là ils me disaient mais pourquoi vous dites cartésien? Et ben, je leur ai expliqué, bah, c'est ceux qui pensent vraiment carré quand c'est bien rangé. Et là, ils m'ont dit, mais en fait, nous, on n'utilise pas cette expression aux États-Unis parce que pour nous, Descartes, c'est vrai qu'il a séparé le corps de l'esprit, mais la fin de ses travaux, dans la fin de sa vie, ses travaux, c'était comment on réunit les deux. Et puis, Mmh. il avait vraiment cette croyance de l'âme. Donc, je pense que Descartes, il avait une connexion au spirituel. Donc, je veux juste te poser ça parce que c'est intéressant pour les gens qui se définissent comme cartésiens, allez lire Descartes vraiment. Oui, je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont lu en vrai. Mais Et c'est vrai qu'on s'en souvient pas comme ça de Descartes. mais il y a plein d'autres Heu, chercheurs dans l'histoire où on a juste extrait une donnée qu'ils ont mis en avant, mais on s'intéresse pas à l'œuvre dans son intégralité mmh, parce qu'elle raconte une histoire, c'est contextualisé et finalement, quand on remet le tout dans son contexte, on a peut-être une conclusion qui est différente de juste l'extrait qu'on voit. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie des choses que je pense elles sont importantes de réaliser qu'une information qui arrive à nous, il faut toujours la remettre dans un contexte. mmh. Bon, pour revenir à Vika, ça c'est un concept que j'avais découvert en étant médecin militaire et après dans l'univers de la transition écologique, on l'aborde beaucoup justement pour parler de la complexité du monde dans lequel on vit, où on aimerait avoir une to-do list de qu'est-ce qu'on va faire, tac tac tac, point A, point B, point C, mais en fait le vivant, il peut pas rentrer dans une case et donc les militaires appellent ça le monde d'aujourd'hui, il est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'à partir de là, il faut qu'on lâche nos anciens repères, nos conditionnements, nos apprentissages, comment on réagit face à une crise. Euh, on, on a besoin en fait de comprendre que c'est pas que le système nerveux analytique qui va nous aider à sortir de tout ça. On en a besoin en fait. C'est aussi une des dimensions de l'intégratif, c'est qu'on a besoin de toutes nos intelligences, y compris celles qu'on a surdéveloppées, mais il faut les remettre à leur juste place. Et c'est là où pour moi, une fois qu'on a posé cette réalité que rien n'est prévisible, tout est incertitude, ben, comment on fait pour naviguer dans ce chaos, en fait? Mmh. Là encore, ça peut faire peur, et ça fait peur, et c'est normal. Mais quand on revient à notre physiologie, mais en fait, elle est capable, quand on regarde vraiment de manière basique, notre biologie, notre corps, il passe son temps à se créer, à se reconstruire derrière des chaos. Alors, c'est des petits chaos, c'est des cellules qui meurent en permanence, puis des cellules qui renaissent. Je prends l'exemple du cancer, qui est une maladie. Euh, En fait, on passe notre temps à créer des cellules cancéreuses. C'est juste qu'on a un système de protection qui fait que bah, on va les détruire. Et certaines personnes qui sont dans un état de stress chronique où il y a plusieurs causes possibles, leur système de protection va être défaillant et c'est là que finalement il y a à un moment donné une masse tumorale qui va apparaître et il y a un cancer qui va être diagnostiqué. Donc c'est pour donner un exemple, dans notre corps, il se passe en permanence du chaos. Mais pourtant, on a un système intelligent qui s'autorégule et qui fait en sorte qu'on reste en bonne santé. Mmh. Et ma question, c'est comment on fait pour essayer de nourrir ce terreau fertile pour pouvoir continuer à rebondir dans le chaos et à naviguer dans ce fameux Vika. J'imagine qu'une partie de la réponse, c'est qu'on a besoin de toutes, enfin de faire appel à toutes nos formes d'intelligence. Exactement. Heu, mais alors ouais, comment on fait? Est-ce qu'on peut les c'est vrai qu'il y a des noms parfois très techniques. Est-ce qu'on peut les récapituler, ces différentes formes d'intelligence et expliquer, comment on peut arriver à les mobiliser? Il y en a qu'on sait très bien mobiliser, d'autres moins, Et alors moi, en fait, je suis vraiment partie, je me suis inspirée des intelligences que vous avez évoquées au début du podcast, mais je me suis aussi autorisée à avoir une petite touche
Oui. de mon imprégnation autour de la compréhension de l'anatomie énergétique du corps humain, notamment à travers la grille de lecture des chakras, qui sont nos centres énergétiques qu'on a dans notre corps, qui expliquent comment est-ce que on crée nos hormones, mais que ça génère de l'énergie et que soit l'énergie circule bien et du coup on est en bonne santé, soit il y a un blocage, auquel cas il va falloir faire des pratiques pour libérer l'énergie. Ces 8 intelligences, je pars de la base qui est qu'on a une intelligence proprioceptive. On est un animal à la base, il ne faut pas l'oublier, on est des mammifères. Et que pour nourrir notre système nerveux dans sa globalité, on a besoin de sentir notre système proprioceptif, c'est-à-dire notre capacité à sentir notre corps dans son environnement. D'accord. En fait, on est comme des arbres, on est ancré dans la terre, sur terre, dans la matière. Et plus on est dans cette proprioception, dans la réceptivité de notre corps, plus on va être capable de ressentir les informations, les énergies qui circulent autour de nous. Et plus on va recevoir l'information qu'on est en sécurité, plus notre système nerveux va se réguler et on va passer de la réponse au stress, qui est une réponse physiologique quand il y a un stress, bien sûr, mais de manière chronique, ça devient pathologique. Et le fait de développer cette proprioception, ça va nous ramener dans un état d'équilibre et ce qu'on appelle la réponse à la relaxation. Ça ne veut pas dire qu'on est endormi, détendu, c'est juste que notre système nerveux, du coup, il est dans cet équilibre entre action et régénération. Ça, c'est un cardiologue américain qui avait décrit cette réponse dans les années 70. Donc ça, c'est la première intelligence. Et il y a des moyens de stimuler, de développer cette première intelligence, simplement de faire du jogging, en fait, mais en conscience. C'est pas du jogging en mode performance avec la tête qui est ailleurs. C'est vraiment d'être conscient de ses muscles, de ses articulations, de la sensation de connexion des pieds sur le bitume ou sur la terre, la respiration qui anime aussi le mouvement. Enfin, il y a toute une écoute sensorielle à avoir, mais ça peut être aussi de faire du yoga. Il y a, j'ai envie de dire, 1001 manières d'activer cette intelligence. Et elle est en lien donc avec ce fameux premier chakra qui est vraiment la racine, la base, à la base de notre colonne vertébrale. Ensuite, notre deuxième intelligence, c'est notre capacité à être dans ce qu'on appelle le flow. C'est un psychologue qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi qui a décrit qu'on a cette capacité à être dans une forme de créativité où quand on est dedans, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, c'est vous voyez même plus le temps passer. Ouais. Il y a les idées qui s'enchaînent, tac, 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 tac. Et ça, c'est des moments vraiment hyper kiffants, quoi. Je pense que en termes d'endorphines et d'hormones du bien-être et du bonheur, ça se stimule et on a tous cette capacité à rentrer dans le flow. Et dans la lecture ayurvédique avec les chakras, c'est aussi en lien avec le deuxième chakra qui est dans notre bassin, avec nos hormones sexuelles qui nous mettent dans cette créativité, dans ce flow. La troisième intelligence, c'est... attendez, moi, ça va en intéresser plus d'une et plus d'un, je pense. Et du coup, j'avais une ou deux questions sur le flow. Ouais. Comment l'activer, c'est ça? On a tous connu ce moment-là. Je pense que ce moment où, oui, j'ai presque l'impression de sortir du temps, presque de sortir du corps. Tout se fait en automatique. Enfin, moi, j'ai des moments parfois de production intellectuelle. Soit je l'ai connu, soit dans sur de la production intellectuelle, de la créativité, des moments de créativité, d'écriture ou de création, soit dans des moments de sport aussi. Ouais. Des moments de... Mais en fait, plus rien ne m'arrête, quoi. Je suis en train de faire une montée à vélo, je fais un peu de vélo ou du trail, et en fait, là, je suis dans un moment où plus de douleur, je peux accélérer, je ressens tout, enfin, c'est des moments incroyables. Et on se dit que... Enfin, à chaque fois, je me dis, ça serait cool que ça dure, mais ça dure pas, c'est le principe. Tout est cyclique. Comment on fait pour faire appel à ça? J'imagine que c'est impossible d'être tout le temps en flow, sinon ce serait pas le flow. Mais comment on peut être en état de flow? Comment on peut faire appel à ce moment-là qui quand même est un moment important pour la confiance, pour se dire: «Ah oui, là, je suis en pleine capacité». C'est un moment kiffant, c'est un moment important pour la confiance, et ça peut être un moment aussi pour la performance, pour que ce soit en entreprise ou ailleurs. Pour moi, il y a différentes manières de le faire. J'aime beaucoup, pour moi, le corps est vraiment j'ai envie de dire, notre
outil principal finalement dans ces intelligences, c'est tout ce qui nous permet de mobiliser le bassin, la danse en fait, aide énormément. Et pas forcément des danses chorégraphiées artistiques, mais des danses où on mobilise le corps, le bassin, voilà, comme vous êtes en train de faire. Ouais, j'essaie de bouger du Quand coup. on est assis longtemps sur une chaise, en fait, de prendre des temps de pause et de masser ces os qu'on sent à les ischions au niveau des Ouais. fessiers, de se lever régulièrement et de faire des petits mouvements de cercle du bassin. Et c'est pour ça que la danse orientale, par exemple, c'est génial pour ça. Pour moi, ça stimule vraiment la créativité. Et après, c'est le temps de prendre des moments créatifs, mais sans forcément avoir des objectifs comme un projet. Par exemple, d'aller cuisiner, d'aller dans le jardin, de mettre la main dans la terre, de jouer avec les couleurs, d'être vraiment dans cet éveil sensoriel avec les 5 sens. Ça, en fait, ça va développer notre créativité sans objet, sans objectif. Du coup, quand on a des objectifs ou des projets, ça va nous remettre dans cet état créatif et on va pouvoir entrer dans le flow. Merci. Par exemple. Je suis en train de faire de mouvements de bassin. C'est le seul truc que je puisse faire là en ce moment. Merci, non, c'est super précieux et bah, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester. La troisième intelligence, moi j'ai regroupé ça sous le microbiote, qui est une intelligence dont on commence à parler maintenant depuis presque 10 ans, hein, l'intelligence des intestins. On se rend compte que de nombreux neurotransmetteurs sont produits dans nos intestins, que le microbiote joue un rôle essentiel pour la digestion de nos aliments, pour créer notre énergie en fait. Moi, c'est cet angle-là qui m'intéresse beaucoup, c'est que on mange tellement d'aliments transformés aujourd'hui que du coup, ça détruit notre microbiote et on se rend compte qu'on a beau manger entre guillemets selon les normes des organismes, on va dire, des instances nutritionnelles, bah, ça suffit pas. On se rend compte que les gens sont fatigués, qu'ils n'arrivent pas à absorber, même s'ils prennent des vitamines, des compléments alimentaires. Le tube digestif, la barrière, elle est poreuse, du coup, ça crée des symptômes digestifs, ou alors elle est imperméable et on n'arrive pas à absorber. Donc ce microbiote, il est vraiment hyper important et ben, plus on va manger local, de saison, le moins transformé possible, plus ça va faire du bien au microbiote. Hmm. Ça, c'est un conseil basique et évidemment, on peut aller plus loin. Et puis, des gens qui ont déjà le microbiote détruit, il faut déjà prendre soin de ce microbiote détruit. Mais pour moi, il y a des messages simples aussi à retenir c'est que la nature est bien faite et que Mhm. bah, plus on va être proche de cet état de nature, plus ça va nous faire du bien et ça va nous aider à mobiliser notre énergie à la fois physiquement, mais aussi à avoir une clarté mentale. Ouais. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui dans cette infobésité dans laquelle on vit, d'avoir cette capacité à choisir ce qui est bon pour nous ou pas. Vous parliez tout à l'heure de c'est quoi le sens, la contribution, comment est-ce que j'ai envie de contribuer pour le monde. Ça, c'est aussi, on a besoin de notre microbiote pour ça. Ouais. Et ok. Je retiens nourriture transformée qui peut être vraiment l'ennemi. J'avais, je bosse dans mon activité professionnelle. J'avais une cliente naturopathe et qui me disait mais en fait maintenant même les magasins bio ils font des trucs transformés. En fait c'est en fait ça ne sert à rien. Autant prendre un truc pas transformé et pas bio finalement qu'un truc bio mais transformé en biscuit qui va pas faire du bien au microbiote quoi. C'est ça, exactement. Ensuite, à la quatrième intelligence, je l'appelle l'intelligence émotionnelle. Bon, là encore, Ouais. finalement, on commence à en parler quand même de plus en plus. C'est notre capacité à nous relier à notre cœur, à nos émotions, à toutes nos émotions. Là aussi, c'est quelque chose bah, finalement qu'on a un peu oublié. On parle de plus en plus de la joie grâce aux études qui sont faites en psychologie positive, mais de parler de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût, ce sont des émotions qu'on continue à garder un petit peu sous le tapis, alors qu'en fait, ce sont des moteurs d'énergie. Seulement, il faut apprendre à les accueillir, à les reconnaître et les transformer. Donc, cette intelligence émotionnelle, pour moi, ça passe par différentes pratiques qui vont nous permettre. C'est là où, par exemple, la communication violente, ça aide aussi, Mhm. d'apprendre à identifier ses émotions, de comprendre que elles sont là pas contre les autres, mais que c'est un moyen naturel de faire bouger, de nous mettre en mouvement. Euh, Ouais. donc ça, c'est l'intelligence émotionnelle.
Intelligence émotionnelle. Ouais, mais je me permets de donner une petite clé, ça fait le point avec la communication non violente. Le 1er truc qu'on apprend en communication non violente, qui d'ailleurs porte pas super bien son nom en français, mais bon, enfin, voilà, plutôt de la communication en pleine conscience, je pense, Mmh. c'est que, en fait, le 1er truc à faire, c'est de l'auto-empathie. C'est même pas de communiquer avec les autres, c'est l'auto-empathie et les premières clés, c'est: j'observe quelque chose, Mmh. comment est-ce que je me sens quand j'observe ça ou quand j'entends ça, parce que je suis potentiellement face à quelqu'un. Mmh. Donc je pars des faits. Comment est-ce que je me sens? Donc j'arrive sur les émotions. Qu'est-ce que ces émotions indiquent? Peur, colère, joie, etc. Et ensuite, bah, est-ce que derrière ce que ces émotions indiquent, il y a un besoin qui est nourri ou qui n'est pas nourri? Et probablement, une émotion négative, c'est un besoin qui n'est pas nourri. Une émotion plutôt positive, c'est un besoin qui est nourri. Et vraiment, la première clé que nous donnait Thomas Dansbourg pour apprendre la CNV, c'était plutôt d'observer ce qui se passe en soi et de dire que les émotions sont complètement neutres. En fait, c'est plutôt comme des clignotants qu'il y aurait ou des choses qu'il y aurait sur le voyant d'une voiture qui indiquerait plus assez d'huile, plus assez d'essence. Enfin, c'est juste des informations qui nous indiquent qu'un besoin est nourri ou pas. Il y a assez d'essence, il n'y a pas assez d'essence, il y a assez d'air dans les pneus, il n'y a pas assez d'air dans les pneus. Et en fait, c'est très basique comme comparaison, mais il donnait cette image-là pour dire qu'en fait, on a tous, en partant des faits, on ressent tous des émotions, mais en fait, on revient toujours sur un besoin nourri ou pas. Ouais. Et quelque part, d'ailleurs, souvent, ce qui est la puissance du truc, c'est que parfois on peut être en colère face à quelqu'un par rapport à ce qu'il dit. Et en fait, quand on redescend sur le besoin qui n'est pas nourri en nous, c'est le même besoin. En fait, on peut se retrouver avec les autres dans les besoins. C'est intéressant parce que ça fait entrer en jeu nos neurones miroirs. On se rend compte à quel point l'autre peut être notre miroir et on peut projeter sur l'autre finalement nos propres non-écoute de nos besoins. Comme quoi on a vraiment besoin des autres pour évoluer. Ouais, c'est clair. Et donc l'intelligence de la communication, qui est la 5e intelligence, elle est toujours en lien finalement avec la communication non violente. C'est maintenant comment est-ce que j'exprime ma vérité aux autres? Est-ce que j'arrive à être pleinement moi-même ou est-ce que je retiens certaines choses de peur d'être rejeté, d'être jugé? Et donc là, ça peut bloquer quand on est coupé de notre communication. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, on a besoin de pouvoir retrouver un peu notre voix, notre note unique. J'aime beaucoup cette phrase très poétique, c'est euh, on est chacun finalement une note de musique unique dans l'immense symphonie de l'univers et c'est à chacun de trouver sa note. On n'a pas besoin de copier les autres. Là où dans notre système, on nous a un peu uniformisés, au contraire, c'est l'unicité, la singularité de chacun qui va faire qu'on va participer à cette symphonie universelle ensemble. Donc, j'aime beaucoup cette dimension un peu plus symbolique, poétique pour cette communication, cette intelligence de communication. Ensuite, je parle de l'intelligence intuitive. Là Ouais. aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à en parler aussi dans le monde du travail, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas que un mental, mais qu'on a aussi ces flashs, euh, ces aha moments, comme on dit aux États-Unis, où il y a un truc qui vient, tu sais pas d'où, tu es un peu comme, tu as descendu du cloud, mais Ouais. on se rend compte là finalement qu'il y a un peu comme des bandes passantes d'informations. À un moment donné, tu peux avoir une idée et tu te rends compte que peut-être ton voisin ou quelqu'un avec qui tu es connecté, même à distance, vous allez avoir la même idée. Ouais. Pour moi, il y a vraiment comme un cloud en fait, Ouais. qui fait que quand tu es vraiment à l'écoute, quand le mental il est plutôt au repos, pas en mode stress, mais ou alors que dans le spectacle, je parle de des moments où il est complètement décalqué, après un jet lag ou après une soirée festive. Des fois, on est un peu dans le coltard, mais du coup, on est plus réceptif justement à ces signaux faibles, à cette intuition. Et cette intelligence intuitive, comment on est connecté aux signaux? Donc on a des aha moments, des réalisations, des épiphanies. Mm. Mais comment on peut faire appel à elle? Parce que, enfin, sans être en lendemain de soirée ou dans le coltard, comment on peut faire, ouais, se connecter à l'intuition? Bon, J'ai lu un livre d'ailleurs qui s'appelle Intuito de Laurent Gounel qui est allé assez loin les lieux aussi. dans le fait de se connecter justement à l'intuition. Et enfin bref, il y a des trucs assez folles qui ont été faites aux États-Unis. Il a travaillé avec des militaires, hein, parce que Oui, l'armée américaine développe justement des pratiques pour développer l'intuition. Et donc, pour répondre à votre question, toutes les pratiques méditatives
permettre de calmer le mental et du coup de développer cette intuition. Et voilà, quand je parle de méditation, on pense souvent à la méditation assise ou en silence, mais il y a différentes manières de pratiquer la méditation. Il y a bien sûr la méditation en silence assise, mais pour moi, il y a des pratiques de méditation en mouvement, de marcher en pleine conscience dans la nature, d'être conscient de sa respiration. Tout ça, c'est des pratiques qui nous permettent justement d'arriver dans cet état où notre état de conscience, il est assez élargi de façon à ce qu'on arrive à faire la part des choses entre le ressenti, la pensée, et on voit qu'il y a autre chose qui se libère, il y a un autre espace plus large qui se libère, et du coup, c'est là où il peut y avoir des ah, tiens, je vais le noter, Hmm. ça me donne envie. Donc la respiration aussi, exercice de respiration, ça peut. C'est vrai Ouais. qu'on n'en a pas encore trop parlé, mais c'est quand même un des. Enfin, la respiration, c'est quand même un des rares trucs du corps qu'on peut. Enfin, qui est à la fois inconscient tout le temps, on le fait tout le temps, Mais on mais peut le sur mettre. lequel on peut mettre une conscience et du coup contrôler. Enfin, c'est incroyable. On peut presque avoir accès à l'inconscient quoi, par la respiration. Tout à fait. Ouais, je m'intéresse de plus en plus à ça aussi, aux exercices de respiration. J'en Et donc, parce que finalement, pour moi, elle est dans toutes les intelligences, la respiration. La faculté de respirer, de sentir sa proprioception dans la respiration. Tu peux être dans l'écoute de ta respiration, dans la créativité. En fait, c'est une clé qui ouvre toutes les intelligences. et du coup, quand on est en homéostasie, Mm. est-ce que c'est lié à un état respiratoire? Parce que j'avais lu que si on est quelqu'un qui a 20 respirations, inspiration, expiration par minute, bah, en fait, il est en état de stress, Mm. clairement. Et un état plutôt calme, ça va être 10 à peu près. Enfin, je crois que c'était à peu près ça les chiffres. Du coup, c'est comme ça aussi qu'on peut le savoir. Est-ce que je suis en stress chronique ou en homéostasie, justement en se disant, ah tiens, là, je respire beaucoup trop vite ou Il y a la fréquence respiratoire qui joue, mais pour moi, il y a aussi la manière dont je respire. Si elle est superficielle, c'est-à-dire si tu respires vraiment en haut de ta cage thoracique, ben, on est en réponse au stress. Ça ne veut pas dire que c'est mal, en fait. Il y a des moments où on a besoin, mais c'est des hmm, moments quand même très ponctuels où il y a un stress réel. Ça devient embêtant quand ça devient un automatisme et que toute ta journée, tu respires en mode superficiel. Là, du coup, il y a toute ta capacité pulmonaire. Il y a on a fait des études et il y a des personnes qui respirent à peine à 30% de leur capacité pulmonaire. C'est énorme. Alors que bah, on peut aussi se poser et apprendre. C'est là où c'est intéressant. Il y a des techniques de respiration justement pour apprendre à jouer avec cette amplitude respiratoire, déjà pour diminuer la fréquence respiratoire. Et on voit que ça a un impact sur la fréquence cardiaque aussi. Donc, encore une fois, tous les organes sont liés. mhm. D'ailleurs, la pratique de la cohérence cardiaque a bien démontré ça. Hein. Et puis après, on peut aussi moduler sur des moments où on peut jouer avec la respiration, l'accélérer, parce qu'on a envie de mobiliser notre énergie sur un temps. Ouais. Donc, c'est là où, bah, moi, à l'époque où j'étais chez les pompiers, je m'étais formée à des techniques de gestion du stress et il y a différents types de respiration justement en fonction de dans quel état de conscience on a envie d'être. Donc, ouais, Ok. passionnant à la respiration, ça pourrait être toute une thématique. Ouais. Et donc là, on parlait de l'intelligence intuitive. Ensuite, moi, je parle Oui. de l'intelligence spirituelle. Donc, je le Oui. pose aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse de ce mot, même si ça réveille, c'est un peu tabou. On te dit, mais c'est de la religion. Alors qu'en fait, non. J'aime beaucoup citer Vandana Shiva quand on parle de spiritualité. C'est une femme indienne activiste qui est docteur en physique. Et on l'a vu dans plusieurs films récemment, je crois qu'elle est dans Demain, dans Enquête de sens. Mm. Et j'aime beaucoup comment elle définit la spiritualité. C'est simplement quel est mon rapport au monde, à l'univers, et qu'est-ce que je suis venue faire et comment j'ai envie de contribuer. En fait, il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse, au-delà du monde de la matière. Et qu'est-ce qui fait que j'ai envie de participer à ce monde. Et j'aime beaucoup cette définition parce que oui, finalement, après, chacun peut y mettre ce qu'il veut, mais et en tant qu'être humain, je pense qu'on a besoin d'avoir cet espace-là. Et parfois même dans le milieu du travail, parce que mine de rien, quand on regarde le nombre d'heures qu'on passe finalement de manière éveillée, c'est au travail. Mm. Donc si tu peux pas avoir cet espace-là d'exploration, pour moi, ça nous coupe d'une part de nous qui est essentielle. Et là encore, le fait de pouvoir le partager avec d'autres, ça crée encore un espace de résilience, de connexion et de créativité. Ok.
Donc là, ouais, sur cette partie de l'intelligence spirituelle, comment on la développe, il n'y a pas du tout que la religion. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une invitation à se poser, à se poser des questions de quelle est ma raison d'être, quel est mon pourquoi. C'est ça. Hein. Exactement. C'est Pourquoi ma mission de vie, on peut le dire aussi comme ça. ouais, On parle beaucoup de l'ikigai, par exemple. En Inde, oui, on parle du dharma, c'est l'équivalent de l'ikigai. C'est cette fameuse note unique qu'on veut jouer ouais, dans la symphonie de l'univers. Et ben, c'est des espaces où je pense que c'est vraiment utile de pouvoir l'aborder dans le milieu d'entreprise. ouais. Et ce qui est bien, vous faites bien de mentionner l'ikigai, c'est que c'est un concept qui est assez facile à appréhender, je trouve, et notamment de l'appliquer aussi dans le monde de l'entreprise, parce que c'est des questions, pourquoi je suis là, quelle est ma raison d'être, qui peuvent être un peu paralysantes quand même. Et donc voilà, l'ikigai, si je me souviens bien, c'est le croisement, l'intersection entre ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce qui est utile aux autres et ce qui va pouvoir me rapporter aussi de l'argent. Je crois ce que les autres vont être prêts enfin, les autres vont être prêts à payer. Et dans l'intersection de ça, on peut avoir une raison d'être d'entreprise. Et je connaissais pas le dharma du coup, mais voilà, si ça se rejoint, ça peut être. Allez voir l'ikigai, c'est intéressant pour appréhender la question qui peut être un peu énorme comme ça. Oui, parce que là, c'est même pas une dissertation de philosophie, c'est beaucoup plus. C'est le travail d'une vie. Pour pouvoir, ouais, exactement. Et la dernière intelligence que j'ai voulu mettre en lumière, c'est notre capacité à être dans l'instant présent. Et pour moi, ça va être essentiel dans les mois, dans les années à venir, parce qu'on est dans un monde qui, avec la technologie, le métaverse, et notre attention est constamment happée par l'extérieur. Et ça, quelque part, ça nous déstructure. Et le fait d'apprendre à revenir dans l'instant présent, quoi qu'il se passe, à chaque instant, pour moi, c'est la clé de notre résilience. Et là encore, tous les pratiquants, les chercheurs en méditation le diront, toutes ces pratiques de pleine conscience sont là aussi pour nous apprendre à revenir dans l'ici et maintenant. Et tout le reste, finalement, il y a une forme de construction mentale qui va faire qu'on va soit se référer que au passé ou que au futur, mais on a besoin de tout, encore une fois. C'est pour moi une vision intégrative. Évidemment qu'on a un passé, des expériences qui vont nous enrichir et nous permettre d'avancer. Bien sûr qu'on a des envies, des rêves, des désirs, des projets. Mais comment est-ce que je ramène tout ça dans l'ici et maintenant? C'est la part du puzzle qui est essentielle. Donc là encore, les pratiques de méditation nous aident. Ouais. Euh, J'aime beaucoup citer une expérience que je fais vivre dans ma conférence spectacle qui s'appelle l'Overview Effect. C'est le sentiment de plénitude que vivent les astronautes la première fois qu'ils voient la Terre depuis l'espace. Et ça, j'ai découvert grâce à un ami qui s'appelle Jean-Pierre Gou, qui est mathématicien et qui a créé cette expérience en ligne parce qu'il bosse avec des ingénieurs de la NASA. Du coup, il a mis en ligne des images de la Terre qui sont enregistrées depuis un satellite où du coup on voit vraiment la Terre et sa rotation. Et même si on va pas tous prendre une fusée pour aller vivre ce que vivent les astronautes, je pense que déjà de se poser et de se connecter à la Terre, qui est un peu notre maison quand même, et de réaliser que on est pleinement connecté à elle, que sans elle, on n'existerait pas. Pour moi, il y a cette possibilité de ressentir l'instant présent et dans cette énergie de gratitude et de connexion. Et c'est une manière parmi plein d'autres, je pense. Mais là encore, une marche dans la nature en pleine conscience, de poser son attention dans sa respiration, dans les sensations dans le corps, ça nous permet de revenir ici et maintenant. Avec la gratitude aussi, alors les petits Ouais, exercices de gratitude quotidiens. c'est ça. Waouh, merci. Moi, j'ai noté. Alors, la première, je suis pas sûr d'avoir chopé le bon mot. L'intelligence proprioceptive, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est technique. Ok. Intelligence proprioceptive, capacité à être dans le flow, Mm. l'intelligence du microbiote, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de la communication, l'intelligence intuitive, l'intelligence spirituelle et la capacité à être dans l'instant présent. C'est ça. Merci beaucoup. Du coup, j'ai quand même une question parce que moi, j'avais regardé à l'époque les intelligences listées par notre ami, comment il s'appelle, Gardner. le chercheur Owen, ouais, Gartner. Et
en fait, elles n'avaient pas forcément les mêmes noms. Et il y avait notamment 2 intelligences. Ils disaient, mais en fait, il y en a 2 sur les 8 qui servent à mesurer le QI et qui sont vraiment survalorisés dans la société. C'est l'intelligence logico-mathématique et voilà, les personnes, enfin, le calcul, la logique, etc. Et l'intelligence verbo-linguistique, utiliser son langage. Et vraiment, le QI mesure ces 2-là et pas trop les autres. Et là, moi, dans ce qu'on s'est dit, je retrouve bien l'intelligence de la communication, Mmh. mais l'intelligence logico-mathématique, enfin celle qui est vraiment mesurée dans le QI et qui est survalorisée, elle fait partie de laquelle, du coup? Moi, en fait, j'ai parlé des 8 intelligences sensorielles. D'accord, OK. Ah oui, donc en fait, il y en a plus que 8 en fait. Bien sûr, Ça va beaucoup plus loin que ce qu'avait dit, Howard Gardner. c'est ça. C'est toute cette dimension-là qui, en tout cas dans mes recherches je l'ai vue nulle part. À part dans des textes anciens, des Védas qui viennent d'Inde, où on parle des chakras. Euh, Pourtant, physiologiquement, à chaque fois, il y a des ponts en fait qu'on peut créer au niveau hormonal, au niveau du système nerveux, et c'est ça qui est intéressant. Et je pense vraiment que on vit une période fantastique pour ça, c'est que de plus en plus de recherches mettent en lumière ces savoirs qui ont plus de 2000 ans parfois, Mmh. et qu'on va venir enrichir ce qu'on connaît déjà. Et ça vient compléter alors non mais OK, super intéressant et donc OK, ça vient compléter des intelligences qui sont survalorisées dans la société et j'étais en train de me dire en fait, dans pas mal de choses que vous m'avez dit, j'ai regardé un documentaire, je Mmh. raconte ma vie, Netflix, il y a pas longtemps, sur les zones bleues. Mmh. Donc les zones dans le monde, c'est un gars qui s'est intéressé à ça pendant 20 ans. Il s'est rendu dans toutes les zones bleues, donc c'est des zones dans le monde qui concentrent la plus grande concentration de centenaires, en fait, de personnes qui vivent plus de 100 ans. Il y en a en Grèce, au Costa Rica, au Japon, etc. Et en fait, dans pas mal des notions d'intelligence dont on a parlé ici, bah, c'est pas mal de choses, parce que le Mmh. documentaire observe les zones bleues et essaie de dresser qu'est-ce qui fait que malgré des cultures très différentes, les Mmh. gens vivent plus de 100 ans. Et la notion de donner intelligence spirituelle, donner un sens à sa vie, se sentir utile, manger local, de saison, non transformé, être dans l'instant présent, être dans le lien avec les autres en permanence. En fait, c'est des choses, c'est marrant, ça fait écho, c'est des choses qui sont totalement, qui font totalement partie des, des, des éléments constitutifs de je vais vivre longtemps. Exactement. Euh, En fait, moi, j'ai rien inventé, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai juste connecté. Et par exemple, bah, vous parlez des zones bleues, finalement, c'est des constats qu'on retrouve, quelles que soient les cultures, quelles que soient les croyances. Enfin, et pour moi, c'est rassurant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ouais. qui nous réunit tous dans notre physiologie, dans notre manière de fonctionner et d'être en rapport au monde. Donc pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Ben, merci beaucoup. J'ai quelques petites questions pour la fin. Je vois Oui. que l'heure tourne. S'il y a un truc à retenir dans tout ce que vous nous avez partagé. Ben, ces 8 intelligences, elles sont là, elles sont disponibles en vous. Amusez-vous à les expérimenter, les explorer, les questionner. Parce que pour moi, j'ai créé un outil qui s'appelle la boussole du Dharma, justement, qui se nourrit de ces 8 intelligences. Et plus on va apprendre à développer ces intelligences, plus pour moi on va se rapprocher de notre note unique, de notre contribution au monde. La boussole, est-ce que c'est un outil qu'on peut retrouver Bien en sûr. ligne ou... Ouais, je pourrais vous mettre le lien, comme ça vous pourrez le mettre sous le podcast. Avec la Super. liste des 8 intelligences aussi, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, vous aurez tout ça. Eh ben, avec plaisir. Ouais, je remettrai les liens. Je note et je remettrai les liens. Mm. Est-ce que, alors vous en avez partagé, est-ce que vous pouvez nous partager une personne qui vous inspire? Il y en a plein. Une personne qui m'inspire là comme ça, j'ai envie de dire Satish Kumar. C'est un écrivain, euh, un écologiste qui doit avoir 80 ans maintenant et il est originaire d'Inde. Maintenant, il vit en Angleterre et il a co-créé le Schumacher College en Angleterre, qui est un lieu, j'aurais rêvé de faire mes études là-bas, qui est un lieu qui allie justement les progrès technologiques avec les sagesses ancestrales, l'écologie avec l'écologie profonde et la spiritualité, le business avec un modèle régénératif. En fait, c'est vraiment un endroit où on crée des ponts et bah, du coup, moi, c'est vraiment une personne qui m'inspire. Merci. C'est un super partage. C'est un super partage et je mettrai le lien aussi
du Schumacher College, qui est un endroit qui a l'air formidable. J'aimerais bien aller faire. Alors, je crois qu'on peut quand même aller faire des stages là-bas. Et j'aimerais bien aller faire un stage là-bas, mais c'est un beau cadeau à se faire d'ailleurs. Quel est le meilleur moyen du coup de vous suivre, de vous joindre? Parce que j'ai vu que vous étiez quand même très actif sur les réseaux. Oui, je suis assez active sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas parlé de cette partie-là de ma vie, mais pendant 5 ans, donc, j'ai animé une école en ligne qui s'appelle la Tribe Empowering School pour accompagner Ok, les femmes entrepreneurs à se réaliser, à accoucher de leurs rêves et de leurs projets en écoutant leur corps, leur physiologie. Et du coup, j'ai appris à les codes du monde en ligne, des réseaux sociaux. Et c'est vrai que du coup, je suis active sur Instagram, sur TikTok. On vous donnera tous les liens. Et puis sinon, pour avoir des infos, si vous voulez venir me voir en tournée pour ma conférence spectacle, parce que là, je suis en France, en Europe, et je vais même aller jusqu'à Pondichéry en novembre. génial. Donc, pareil, ce sera sur mon site doclaluna.com. Très bien. Je vais mettre le doclaluna.com. Je mettrai le site, aussi les présences sociales, le lien de la boussole, de l'analyse des 8 intelligences et aussi Satish Kumar pour ceux qui veulent le découvrir. Merci infiniment pour le partage, Nathalie. Merci Mathieu. C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose 2 options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces 2 liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message, et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.